Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions de votre présence et nous espérons vous apporter les informations que vous venez chercher dans cet atelier. Donc, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Marwa Diouf, CEO de ForMG Transparency, et nous aurons comme intervenant Johanna Bénuchou, avocat à la Cour, spécialiste en droit de la santé. Et après l'intervention de Johanna, on aura une intervention de Karine, directrice juridique et éthique du SNITEM. Et puis par la suite, Marc-Antoine du cabinet MAC Avocat va intervenir sur également des aspects liés en fait avec des illustrations pour effectivement que ce soit beaucoup plus concret. Et donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Johanna qui va commencer à... Allô? Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la loi d'encadrement sur les avantages, la loi d'encadrement des avantages. C'est une loi qui a pour objet une interdiction générale d'offrir, de promettre, de recevoir des avantages, des rémunérations, plutôt des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de façon directe ou indirecte, à des acteurs de santé, tels que des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens, des associations, des étudiants, de nombreux autres acteurs, mais principalement, voilà, les professionnels de santé, c'est tous les professionnels de santé. C'est une interdiction et une obligation qu'incombe à des industriels de santé. Alors, des industriels de santé qui sont concernés par la LEA, donc la loi de l'encadrement des avantages. Il y a des exceptions à cette interdiction générale. On parle d'exclusion légale, on parle de dérogation. Parmi les exclusions légales, je ne vais pas toutes les citer, mais principalement on parle de, des avantages de valeur négligeable. Ce sont des avantages qui sont listés par arrêté, par décret, qui ne nécessitent pas forcément une formalité auprès d'instances ordinales, donc que ce soit au CNOM, au Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ARS. Tout dépend du bénéficiaire. Par exemple, on parle d'avantages de valeur négligeable, on parle de repas, de collations impromptues en lien avec la profession du bénéficiaire. Et on est quand même, on peut prendre en charge, en fait, on peut octroyer ces avantages, mais sous conditions strictes, à savoir au niveau de la quantité et du montant. Par exemple, les repas et collations, les repas, c'est 30 € TTC par professionnel de santé 2 fois par an. C'est pour ça qu'en qualité d'avocat, je vous recommande de bien tracer les avantages que vous procurez aux acteurs de santé qui sont concernés, qui sont clients des industriels de la santé. Voilà, des avantages. On parle aussi d'échantillons. On parle dans les avantages de valeur négligeable, on parle de nombreux avantages qui sont listés, mais je vais plus me concentrer sur les avantages de valeur négligeable qui sont le plus souvent, sollicités par les industriels et par les professionnels de santé. On parle également de dérogations. Alors là, des dérogations. Parmi ces dérogations, c'est des dérogations, il s'agit des contrats de prestation de services conclus entre les industriels de santé et des professionnels de santé notamment, ou des associations, des personnes qui sont concernées par cette LEA, en contrepartie d'une rémunération qui constitue un avantage. Alors, ces dérogations, on peut donc les octroyer, on peut verser des rémunérations, mais sous conditions strictes, sous réserve de respecter une procédure, de respecter des seuils bien stricts, des formalités. Donc on parle de procédure d'autorisation, on parle de procédure de déclaration. Et cette procédure, elle est choisie en fonction du montant de la rémunération qui est versée aux acteurs de santé. Et elle dépend également du montant des avantages qui sont procurés à ces acteurs de santé. Quand on parle de procédure d'autorisation, c'est un dossier qui est soumis aux instances ordinales 2 mois avant l'octroi de l'avantage ou de l'entrée en vigueur du contrat en question.
La déclaration, en revanche, c'est plus court, c'est 8 jours ouvrables avant l'octroi de l'avantage. Voilà. Mais là, contrairement aux exclusions légales, il y a des formalités absolument à respecter, il y a des seuils à respecter. Et cet avantage, il n'est pas le seul. On ne parle pas seulement de rémunération en contrepartie d'une prestation de service, on parle aussi d'hospitalité. Je pense que c'est une notion que vous avez bien entendue. D'hospitalité, on parle de repas, de déplacement, de logement, d'inscription à un congrès. Mais pour tout vous dire à titre de précision, cette hospitalité, elle est interdite pour les étudiants depuis 2019. Donc, c'est un petit warning pour vous dire qu'on peut prendre en charge les frais d'hospitalité, mais pas pour les étudiants. Tout comme la rémunération, l'hospitalité, il faut faire attention à ces seuils, qu'il faut les respecter. Il y a par exemple un seuil pour les repas, pour les collations. Repas, c'est 50 € TTC. Collation, c'est 15 € TTC. Voilà, niveau de la théorie, je ne peux pas vous lister toute la réglementation. J'ai malheureusement pas assez de temps, mais le principal est dit. Tout ça pour vous dire qu'en pratique, en interne, il est important, alors en qualité d'avocat, de mettre en place certains outils, certains éléments pour s'organiser, pour éviter des audits, ou en cas d'audit, essayer de contrôler, d'essayer d'être de bonne foi et de mettre en place des guidelines internes, des barèmes internes. Par exemple, mettre en place ou fixer des seuils internes et non légaux pour gérer en fait vos commerciaux et qui ne partent pas, qui ne dévient pas au niveau des montants à octroyer. Les délais internes, comme je vous ai dit, pour la procédure d'autorisation et de déclaration, c'est 2 mois et 8 jours, mais je vous conseille en interne de voir des délais beaucoup plus longs pour gérer tout le contenu du dossier, à mettre tous les documents importants, à bien organiser tout ça. Je vous recommande également de revoir tous vos modèles de contrat avec des mentions obligatoires qui sont très importantes, que ce soit dans le cadre de la LEA ou hors LEA, de bien revoir vos templates et surtout de tracer tous les avantages que vous procurez aux acteurs de santé et surtout pour les avantages de valeur négligeable dès lors qu'ils sont limités en quantité et en montant. Voilà pour la LEA. Concernant le dispositif transparence, alors je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est quand même un dispositif assez important et quand même de longue date. Il s'agit d'une obligation, à titre de rappel, une obligation qui incombe aux industriels de santé soumis au dispositif transparence pour publier les liens d'intérêt entre les industriels de santé qui sont concernés, les acteurs de santé. Les acteurs de santé, il y en a beaucoup plus que ceux qui sont concernés par la LEA. On parle d'associations de professionnels de santé, associations de patients, tous les professionnels de santé, les académies, les influenceurs et plein d'autres acteurs de santé. On publie sur un site unique de la transparence, un site gouvernemental, les conventions, donc tous les contrats, des avantages de plus de 10 € TTC et des rémunérations qui sont versées dans le cadre des conventions qu'on a déjà publiées. Cette obligation de publier tous ces rémunérations, ces avantages et ces conventions doivent être faites 2 fois par an. Le 1er mars de l'année pour le semestre précédent, l'année N-1 en cours, d'avant, et le 1er septembre. Voilà, c'est 2 deadlines qu'il faut se mettre en tête, se mettre des warnings en interne et anticiper, s'organiser en interne pour collecter un maximum d'informations. Et pour collecter un maximum d'informations en interne, il y a des solutions qui sont mises en place, qui sont commercialisées pour justement nous aider, nous assister à collecter le plus rapidement en interne, parce que c'est pas simple de réunir toutes les informations requises. Donc conserver tous les contrats. Et pour conserver les contrats, il existe aussi des plateformes comme 4MG Transparency qui permet de conserver les contrats, de collecter les informations pour avoir une traçabilité et une publication beaucoup plus rapide. Attention aux dates d'échéance des rémunérations sur le site public, c'est un petit exemple qu'il faut avoir en tête. Les dates d'échéance de rémunération, on ne publie pas simplement un montant total, mais les différentes échéances de rémunération. Et un dernier point aussi sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est la date de publication, la durée de publication sur le site public unique de la transparence, c'est de 5 ans. Donc si un contrat
il est applicable au-delà de 5 ans. Il faut penser absolument et se mettre un warning qu'au-delà de 5 ans, il faut le publier à nouveau. Voilà. Donc, je pense vous avoir dit, on va dire, le principal, j'espère. Si vous avez moindre question, n'hésitez pas. Voilà, pour la suite. Je laisse ma place à Karine Faudon-Hübner, directrice juridique. Merci Johanna. Bonjour à tous. Donc, je suis Karine Faudon-Hübner, je suis la directrice des affaires juridiques du SNITEM. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le SNITEM, mais c'est pas bien, c'est l'organisation professionnelle du secteur des dispositifs médicaux en France, donc qui représente le secteur du dispositif médical en France. Et pour le moment, on a à peu près 600 entreprises, sur à peu près 1400 entreprises, on va dire, dans le secteur de la start-up à la filiale française de grands groupes internationaux. Alors, je vais rajouter une couche à ce que Johanna vient d'exprimer. Donc, on est sur le cadre des relations entre les industriels et les acteurs de santé, comme vous l'avez compris, qui est très encadré au niveau national en France. On est sur un dispositif, je vais dire un gros mot, anti-corruption, quelque part, puisque l'objectif est depuis 1993, c'est une loi qui commence à dater. L'objectif est d'éviter que les professionnels de santé soient corrompus par les cadeaux des industries de santé, au sens très large. Donc il y a tout un tas de formalités à respecter que Johanna vient de vous exprimer. Et quand vous respectez ces formalités, les entreprises peuvent inviter des professionnels de santé, sauf les étudiants, donc dans le cadre d'hospitalité sur des congrès, les rémunérer pour des prestations de services, etc. Et à ça s'ajoute une couche européenne en matière d'éthique. Donc, et là, je vais vous parler du code d'éthique de MedTech Europe. MedTech Europe, c'est la fédération au niveau européen qui regroupe les organisations professionnelles européennes en matière de dispositifs médicaux. Donc, depuis 2015, MedTech Europe a mis en place un code d'éthique qui est une sorte d'autorégulation du secteur, puisque ces réglementations nationales d'encadrement des relations professionnelles de santé, acteurs de santé industriels, n'existent pas de manière linéaire dans tous les pays européens. Donc ça existe en France, ça existe en Belgique, ça existe en Italie, ça existe dans d'autres pays et pas forcément de la même manière. Donc MedTech Europe s'est dit, on va faire un code d'éthique pour s'autoréguler et prendre un peu la main sur des réglementations nationales pour éviter que ce soit trop difficile. Il y a donc des grands principes d'éthique à respecter en plus de la loi française pour nous. Le grand principe chez MedTech Europe, c'est que, alors évidemment, il y a des grands principes de transparence, d'équité dans la rémunération, c'est ce qu'on appelle la fair market value. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est assez courant. Il n'y a pas de formalité à respecter dans le cadre de MedTech Europe, mais il est interdit de choisir les professionnels de santé avec lesquels les entreprises vont collaborer, que ce soit dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une hospitalité, pas dans le cadre des contrats. Donc si les entreprises du secteur veulent inviter des professionnels de santé sur des congrès, dans le cadre d'hospitalité, ils ne peuvent pas les choisir directement. Ils passent par un système qu'on appelle le indirect sponsorship, dans un bon français. Donc c'est de la prise en charge indirecte. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez contribuer à la formation des professionnels de santé, puisque aller sur des congrès, c'est quand même permettre aux professionnels de santé de se former, vous pouvez faire ce qu'on appelle un grant, une subvention à un hôpital, à une société savante, en lui disant, voilà, je peux vous octroyer X milliers d'euros pour que vous choisissiez les professionnels de santé que vous allez envoyer sur un congrès. Jusque-là, tout va très bien. Mais potentiellement, ça veut dire qu'en tant qu'industriel, vous pouvez subventionner des clients concurrents. Parce que vous ne savez pas qui vous subventionnez, vous êtes à l'aveugle. Et la difficulté de ce code d'éthique, c'est qu'il faut ensuite répondre aux délais imposés par la loi française. Donc c'est un problème d'articulation avec la loi française. Lorsque vous aurez fait votre subvention à l'hôpital devra vous renvoyer la liste des professionnels de santé que l'hôpital a choisi d'envoyer sur un congrès. Et vous devrez faire les déclarations auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des sages-femmes, toutes les instances ordinales qui existent pour respecter la loi française. Donc c'est complexe. Ça veut dire beaucoup d'anticipation dans les entreprises puisque c'est beaucoup de formalités. Donc voilà, c'est la couche européenne éthique supplémentaire qui s'ajoute à la loi nationale.
Voilà les grands principes. Il y a un deuxième grand principe chez MedTech Europe, c'est ce qu'ils appellent le CVS, donc c'est le Conference Vetting System, et ils ont donc un système de validation des congrès. Donc les organisateurs de congrès doivent faire valider leur congrès au plan scientifique dans ce fameux CVS pour vérifier qu'en fonction de certains critères, le congrès est bien scientifique, qu'il n'a pas lieu à Val d'Isère au mois de février et que le programme ne s'arrête pas à 16h30. Voilà. Donc il y a tout un système de critères éthiques qui doivent être respectés. Ben voilà, moi ce que j'avais à vous dire concernant MedTech Europe. Alors évidemment, là on reste assez macro sur les sujets. Le SNITEM, alors si vous n'êtes pas adhérent, allez-y, allez adhérer. On met en place beaucoup d'outils, beaucoup de formations, donc à disposition de nos adhérents, bien entendu, pour pouvoir les aider dans la mise en place de ces réglementations. Et on collabore avec des avocats, des experts pour faire des webinaires et se former. Donc voilà, donc retenez que MedTech Europe, c'est la couche éthique en plus de la loi française et qui s'applique dans toute l'Europe. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Karine. Je vais vous parler maintenant en lien avec ces réglementations, cette réglementation française et sa mise en musique aussi au niveau européen, de comment pour les industriels, vous devez en fait à la fois vous préparer au fait que certaines autorités peuvent venir dans le cadre d'inspections qui sont soit inopinées, soit annoncées, venir contrôler la bonne application de ce dispositif. Alors mes propos seront concentrés sur les inspections sur l'application de la réglementation française. Le code MedTech dont Karine a parlé est un code éthique professionnel qui n'est pas de la réglementation à proprement parler. Donc c'est un système finalement auquel on est soumis par adhésion. Donc dans le cadre des inspections des autorités de santé, qui sont principalement, on va se concentrer sur les inspections de la direction de la concurrence et des fraudes, donc la DGCCRF, eh bien comment ça se passe? L'autorité peut, donc je vous l'ai dit, de manière inopinée ou de manière annoncée, venir au sein de votre entreprise, quelle que soit la taille, ils ont des feuilles de route pour vérifier l'application de cette réglementation. Et donc ils se présentent à l'accueil de votre entreprise avec un certain nombre, dirons-nous, de personnes. En général, ils sont une ou deux inspecteurs et ils viennent officiellement présenter quelle est leur mission de ce jour-là. Et donc ils demandent d'avoir un interlocuteur privilégié dans le cadre de ces inspections. Donc c'est pour ça que je vous parlais de préparation. C'est indispensable que, par nature, vous ayez dans vos entreprises une personne qui va être en quelque sorte responsable de suivre les inspecteurs, puisqu'ils vont poser un certain nombre de questions dans le cadre de leur inspection, à la fois à la personne qui les accompagne, mais aussi aux opérationnels qui sont installés à leur bureau ou aux scientifiques qui sont sur la paillasse. Ils ont la possibilité d'aller partout dans votre entreprise. Une recommandation que je vous partage, c'est de ne jamais s'opposer à ce que les inspecteurs se déplacent au sein de l'entreprise et de ne pas non plus s'opposer à des réponses aux questions qui sont évidentes et pour lesquelles vous ne pouvez pas ne pas connaître la réponse. En revanche, si vous n'avez pas la réponse, vous devez l'expliquer et dire qu'il y a une personne qui est plus en charge sur ces sujets-là, etc. Ce que fait ou ce que font les inspecteurs une fois qu'ils se sont présentés, qu'ils ont été introduits, ils vont faire leur questionnaire. Quelles peuvent être les questions qu'ils posent? Ça peut être des questions de comment est-ce que vous gérez dans votre entreprise ce dispositif? Est-ce qu'il y a une personne qui est en charge? Est-ce que c'est externalisé auprès d'un consultant, d'un avocat? Est-ce que vous avez des trames de contrat? Est-ce que vous avez des règles internes avec des seuils comme en a parlé Johanna? Est-ce que vous pouvez nous communiquer le chiffre d'affaires de votre entreprise? Quelles sont les autres questions qu'ils peuvent poser également? Johanna vous a expliqué qu'il y avait des publications sur une base transparence qui sont en lien avec la loi encadrement des avantages aussi. Ils peuvent aller sur cette base transparence,
ou dans les éléments qu'on leur mettra à disposition dans le cadre de l'inspection pour demander des éléments complémentaires. Par exemple, on parlait d'hospitalité. Vous avez, alors aujourd'hui c'est pas tellement le cadre, mais vous invitez un cardiologue parce que vous êtes sur une medtech dans cardiologie. Vous l'invitez à venir à un congrès. On va vous demander qu'est-ce qui est prévu dans ce contrat, comment vous l'avez mis en place et comment c'est suivi par la suite en interne, puisque vous avez ces obligations de publication. Ils peuvent donc gratter et vous poser toutes les questions qui sont de leur libre arbitre. Comme je vous disais, il est important de ne pas aller au-delà de la réponse qui est posée. Parfois, on a envie de bien faire, mais c'est important de se cantonner à la réponse qui est posée, puisque de toute façon, et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui va suivre les inspecteurs, dans le cadre d'inspection DGCCRF, je mets en dehors l'aspect procédure pénale qui est un petit peu plus spécifique, mais les inspecteurs de la DGCCRF vont vous dresser un procès-verbal à l'issue de cette inspection et vous pourrez le revoir et on vous demandera, en tout cas à la personne qui accompagne les inspecteurs, on demandera de le signer et donc c'est important de vérifier les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été données. Ça c'est la première phase, donc ils arrivent, ils font leur inspection, ils font un PV d'inspection. Ensuite, il y a une deuxième phase de l'inspection qui n'est plus sur site mais qui se fait à distance, où ils peuvent demander des éléments complémentaires sur la base en fait de ce que vous avez soit communiqué dans le cadre de l'inspection sur site, soit qui sont allés chercher sur la base transparence sur laquelle vous êtes obligé de publier ces éléments-là, pour aller voir si finalement, quand vous dites que vous avez invité tel expert à tel congrès et que vous lui avez payé une nuit d'hôtel qui respecte des seuils, ils peuvent aller vous demander est-ce que vous avez publié ces éléments-là, pourriez-vous me donner la facture de l'hôtel? Si c'est un expert qui participe à un board, montrez-moi la facture d'honoraires de ce consultant, etc. Passer ensuite cette phase où ils vont approfondir leur inspection, il y a une phase où l'autorité va décider ou non d'engager des poursuites. En tout cas dans les dossiers que j'ai pu avoir, dans le cadre déjà des réponses complémentaires aux questions qui sont posées par l'autorité, on peut déjà orienter, je dirais, un certain nombre d'éléments, notamment de bonne foi, quand ils sont allés relever un cas, par exemple, spécifique, qui sort des clous, vous avez des éléments à pouvoir justifier le pourquoi du comment. Mais ensuite, c'est l'autorité qui va décider si elle poursuit ou pas. Il n'y a pas de poursuite systématique. Et on viendra tout à l'heure, je clôturerai pour vous parler des sanctions, parce que pourquoi est-ce qu'on se prépare à ces inspections et pourquoi est-ce qu'on met des choses en interne en place? C'est de façon à justement anticiper et limiter le risque de poursuite des autorités, parce que c'est comme une inspection, un contrôleur des impôts, c'est pas parce qu'il va vous inspecter que derrière il y aura un redressement. C'est ça qui est aussi important, c'est de se dire si j'ai mis les bons outils en place et les bonnes procédures, les bons contrats, les bons templates et les bons réflexes aussi pour expliquer aux collaborateurs, quelle que soit encore une fois la taille de l'entreprise, on peut être une medtech avec trois chercheurs, pour autant vous serez quand même dans ce cadre-là. Ou alors une grosse société comme parmi des partenaires qui sont aujourd'hui présents sur le congrès, où il y a peut-être plus de moyens, mais en fait on ne peut pas tout mettre en œuvre dans un premier temps, donc aussi se dire dans les outils que je dois mettre en place, je vais prioriser des premiers outils quand ma structure ne me permet pas soit de faire appel à des consultants extérieurs, soit d'avoir en interne des ressources. Pour autant, vous êtes soumis à cette réglementation et on vous reprochera nécessairement de ne pas avoir mis des premiers outils en place en cas d'inspection. Donc ensuite, il peut y avoir des poursuites. Encore une fois, mon propos n'est pas de vous inquiéter, mais plutôt d'être rassurant si vous vous préparez bien, que vous avez mis ce qui est nécessaire en place, les poursuites s'arrêteront. Mais s'il y a des poursuites, c'est ça que je voulais aussi vous partager, c'est qu'il y a un certain nombre de sanctions, notamment des sanctions pénales, avec un risque, ce sont des sanctions pénales, donc c'est des maximums, des maxima, avec des sanctions qui vont à plusieurs centaines de milliers d'euros, des peines d'emprisonnement dans les cas les plus graves. Il y a également, en termes de montant de l'amende, un pourcentage des dépenses liées aux activités qui sont soumises à cette réglementation qui peut être l'assiette de la sanction. Et donc c'est pour ça que une fois que vous avez mis les outils, c'est très bien, mais plus votre groupe et votre société va grossir, plus on attendra aussi qu'il y ait des outils de suivi de mise en place de ces projets, de bien vérifier que quand il y a un expert qui intervient et qu'il y a des livrables qui sont attendus, vous récupérez bien les livrables. Ça, c'est un certain nombre de choses
qui doivent être mises en place aussi a posteriori, une fois que vous avez mis le bon cadre avec les experts avec lesquels vous collaborez. Pour autant, il n'y a pas énormément de jurisprudence en fait, qui sont publiées, parce qu'en fait, dans ce cadre des inspections, notamment des autorités de la concurrence, il y a une phase où la sanction, en quelque sorte, peut rester confidentielle. C'est une sorte de transaction en fait, avec les autorités. Vous abondez au fait que vous allez finalement rectifier les erreurs qui ont pu être commises, payer le montant d'une amende qui va être forfaitaire. En revanche, ce qui est important de garder en tête, c'est que dans l'application de cette réglementation et la mauvaise application de cette réglementation, le plus gros risque que vous avez, au-delà évidemment du risque pénal et de sanctions financières, c'est un risque d'image. Et on est dans un secteur qui est extrêmement régulé, où il est très long de se construire une réputation. On a aujourd'hui des gens avec qui j'ai discuté qui viennent sur Made in Tech pour que leur entreprise soit connue. Il est donc extrêmement long en fait, de construire une réputation, une bonne réputation, et il est très rapide de la déconstruire. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre les bons outils en place, de vous astreindre au respect de cette réglementation parce que vous y êtes tenu, et de vous faire accompagner si besoin, ou d'avoir des personnes en interne qui vont piloter en tout ou partie l'application de cette réglementation qui est fondamentale. On a terminé chacun. Est-ce que, Karine, tu veux me donner le mot de la fin, ou tu n'as pas du tout envie? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je vais certainement rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'on est dans le cadre d'un cadre pénal, malgré tout, donc ça fait peur. Et effectivement, tu as eu raison de rajouter que MedTech Europe, c'est de l'autorégulation, c'est pas un cadre pénal, hein, c'est vraiment un code d'éthique, on y est soumis parce qu'on adhère à une organisation. Ben, on va répéter, hein, cartographier les relations que l'entreprise peut avoir avec les professionnels de santé. Quels professionnels de santé vous avez, dans quel cadre vous avez recours à eux. Donc ça, c'est très important. Vos experts, comment vous les rémunérez, qui vous invitez. Mettez en place des procédures. Donc les procédures, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux encore en interne pour se s'auto-policer, donc les procédures. Beaucoup de sessions de formation, sensibiliser. On parlait de la loi anti-cadeau ou du DMOS depuis 1993, on est en 2025, on en parle encore. Donc c'est quelque chose qui continue, qui ne s'arrêtera pas. On est dans une société où, comme tu l'as dit, l'image c'est très important. Les réseaux sociaux, donc faites attention aussi à la communication que vous avez avec vos professionnels de santé. Voilà, des formations, des sessions, regardez les outils qu'on peut tous vous mettre à disposition sur ces sujets. Répétez, répétez, répétez. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure quand on en discutait, dans les entreprises, on peut penser que certains départements sont bien formés au sujet, sauf que les gens partent dans les entreprises. Donc attention aussi aux pratiques d'entreprise que certains peuvent assimiler à la loi. Il y a des entreprises qui ont des pratiques, ce n'est pas la loi, faites attention. Et les nouvelles personnes qui arrivent ne sont pas forcément bien formées par les personnes qui étaient là et qui ont fait ça pendant 10 ans, 15 ans. Donc attention. Dans les petites structures aussi, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément les personnes en nombre suffisant pour faire respecter ces dispositions. Donc il y a une personne qui va tout faire. Ça dépend aussi des types de relations et de la fréquence des relations avec les professionnels de santé. Ce qu'on disait aussi, on fait bien ce qu'on fait souvent. Si vous invitez 2 ou 3 fois par an des professionnels de santé, vous vous souviendrez plus comment vous faites 6 mois ou 9 mois plus tard. Donc voilà, formez-vous, informez-vous, mettez en place des procédures, éprouvez vos procédures, des audits internes pour vérifier si vous êtes toujours dans la conformité. Et puis aidez-vous d'outils qui sont mis à disposition. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup de votre attention. On était concurrencé par Yannick Noder, qui est le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, qui était en parallèle avec nous. Donc merci beaucoup de votre attention et on est à votre disposition. 4MG a un stand, là, le F37 en sortant. On peut s'y retrouver si vous avez des questions. Merci à toutes et à tous.